étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Je pense que ce qui donne énormément de sens dans ce film, c'est que malheureusement, bon là c'est mes études de sociaux qui parlent, mais on est dans une société où le travail, en tout cas aujourd'hui, déjà se fait rare, d'une, et de deux, a perdu. Il y a peu de sens en fait dans les différents travails qu'on peut faire aujourd'hui. Alors on peut en trouver, hein, il y a encore de l'espoir, mais on, on est quand même enfin, on vit quand même dans une société où il y a énormément d'emplois où on n'y trouve pas de sens, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de dépression, c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'angoisse au travail, etc. Et les statistiques le montrent. Et du coup, bah, là, on voit en tout cas de la part de cette jeune femme-là qui a clairement un refus de ce monde-là. Et je me sens clairement concerné, hein, parce que j'aurais pu faire de mon bac plus 5 tout à fait autre chose et aller chercher un salaire fixe très intéressant. Et voilà. Et du coup, c'est pas du tout le choix que je fais, même si, encore une fois, je suis pas logé à la même enseigne qu'elle. Mais en tout cas, moi, je me sens clairement concerné dans le parcours de cette fameuse Anaïs, du fait d'aller chercher du sens en fait à l'existence. Et du coup, bah, pour moi, le maraîchage, c'est se rapprocher des plantes, se rapprocher du vivant, se rapprocher de la terre, se rapprocher aussi des humains. Du coup, parce que bah, c'est aussi la base de pas mal de choses en fait, l'agriculture quand on y pense. C'est aussi la base de notre système de santé, hein. Enfin, si tout le monde mangeait du bio, il y aurait sûrement beaucoup moins de maladies dans la société et à l'échelle internationale. Et donc voilà, en fait, il y a cette question-là, à mon avis, que ce film-là permet d'interroger, mais après, c'est à chacun aussi de prendre sa voie, quoi. Ça veut pas dire que tout le monde va faire du maraîchage demain, mais en fait, faire quelque chose qu'on aime, quoi, forcément. Sinon, je serais pas CPE. C'est important d'aimer ce qu'on fait, hein. Et mais elle, on sent que c'est une passion, hein. Donc oui, Maxence, une question pour toi. Et là, c'est plus au sociologue que je vais m'adresser. Moi, je constate, et déjà depuis de nombreuses années, justement, la dame parlait de recherche de sens, ou de perte de sens, en tout cas dans le domaine professionnel, que beaucoup de personnes d'une trentaine, d'une quarantaine d'années, voire d'une cinquantaine d'années, sont attirées par la nature, par la campagne, par un retour, justement, quitter la ville, retour à la campagne, voire vivre du maraîchage. Là. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est juste un discours que les gens ont le week-end, ou est-ce que vraiment, souvent, ça se transforme, ça prend forme, ou ça reste une aspiration, le plus souvent, qui ne se réalisera jamais. Je vois, par exemple, mon beau-frère, qui est franco-canadien, et qui lui aimerait reprendre une plantation de café en Guadeloupe. Il ne connaît rien au café, mais il aimerait reprendre. Alors, il m'a bien sondé, mais c'est pas simple, hein, faire du café. Moi, je ne sais pas comment faire, ma grand-mère en faisait, ma mère sait en faire. Donc, je sais le travail qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça que je l'écoute, mais il faut passer le pas, c'est autre chose. Donc, je voulais avoir ton sentiment par rapport à ça. Et je sais, enfin, le Covid a peut-être aussi accéléré ça, je ne sais pas, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Ouais, peut-être, du coup, j'ai pas on va dire, de données ni quantitatives ni qualitatives d'un point de vue sociologique, mais après j'ai mon analyse des choses. Je pense qu'en effet, par rapport justement pour moi, un surplus de travail aliéné dans la société actuelle, forcément, il y a énormément de gens, oui, qui quittent même des postes surpayés de trading, etc. Et ça, il y a beaucoup d'histoires qui viennent de là, quoi. C'est-à-dire, on va quitter un poste où on gagne 5 000 € net par mois pour faire ce retour à la terre. Je pense que c'est vraiment un phénomène qui existe dans la société. Après, par contre, comme tu le disais, il y a notamment de la part des chambres d'agriculture maintenant de la mise en alerte justement sur le fait que se lancer dans le maraîchage, dans les plantes médicinales, dans peu importe quel type d'activité du monde rural, en fait c'est quelque chose qui est compliqué, quoi. Et donc forcément il faut un minimum de base, de connaissances, d'armes pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pas juste des élucubrations intellectuelles, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se plantent clairement, qui sont pas assez avisés pour mener à bien des projets de la sorte, quoi. Donc oui, forcément, quand on veut se lancer dans le café alors qu'on ne connaît rien, forcément là il va falloir engranger un peu de connaissances, quoi. Et encore une fois, moi j'ai moins ces craintes-là. Parce que déjà je suis bien entouré, j'ai un paternel maraîcher bio et que ça fait maintenant plus de 10 ans
que je bosse de près ou de loin dans cette activité-là, mais ouais, je pense qu'en tout cas, on tend vers ça, vers plus d'autonomie, plus de nature, mais après de là en faire une activité économique, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Mais maintenant, en tout cas, c'est dit dans les chambres d'agriculture et notamment, enfin, je parle de la chambre d'agriculture, mais surtout dans les structures type BPREA, etc. C'est les diplômes en fait qui permettent d'avoir la fameuse capacité agricole, parce que du coup, il faut une capacité agricole pour tout un tas de choses, notamment avoir des prêts à la banque, etc. Et en tout cas, voilà, il y a cette mise en garde là, quoi. Oui, moi je voulais te demander aussi, là on voit dans le film qu'elle est quand même seule, cette personne. Quand on monte un projet comme ça, il faut aussi peut-être envisager de le faire à plusieurs. Est-ce que la dimension collective aussi, c'est un élément important, essentiel d'un projet comme ça? Oui, enfin en tout cas moi c'est mon postulat et c'est aussi mon expérience qui permet de le dire, ouais, la dimension collective. En tout cas, bon, s'il y a quelque chose qui change avec la génération d'avant, c'est justement ce besoin de collectif et ces envies de fonder des projets à plusieurs. Et justement pour rebondir sur le film, l'une des raisons c'est justement d'alléger la charge de travail. Et du coup, forcément, quand on est toute seule et qu'il faut faire 12 heures par jour, au lieu d'en faire 6 à 2, on va en faire toute seule, quoi. Et en fait, ce type de démarches sont en train de se multiplier justement là autour de projets plutôt structurés par rapport à ta question d'avant, sur des projets où on va avoir un agriculteur qui dispose de 60 ou 80 hectares et en fait, petit à petit, ils vont créer un énorme collectif d'agriculteurs avec une production diversifiée. Et du coup, il y a un exemple qui avait surgi récemment sur les réseaux sociaux, c'était la ferme de la Tournerie, si je ne dis pas de bêtises. Alors je pense que c'est dans le sud, mais j'ai plus la ville exacte. Il y en a un aussi en Indre-et-Loire, du côté de Tours. Et du coup, on va forcément réussir plus facilement que moi, mon père, d'ailleurs, n'a pas pu partir en vacances pendant de nombreuses années, faire un système de rotation où on va quand même réussir à avoir 3, 4, voire même 5 semaines de vacances par an, de se verser un SMIC. Et forcément, ça, je pense que c'est la force du collectif, quoi. Et du coup, moi, en tout cas, mon père, il a fait énormément de choses tout seul, et aujourd'hui, il a 50 ans, et forcément, il est assez usé par le travail, et bon, je pense qu'il n'aura pas assez profité de sa vie, quoi. Ça, j'espère que ça sortira pas. Là, la jeune femme, elle fait un échange, puisqu'on voit l'agriculteur qu'elle aide à me faire ses tomates. Ouais. Elle en échange, il lui fait son séchoir. On voit quand même qu'il y a une solidarité, quand même. Ouais, exactement. Et au-delà de ça, pour la dimension vraiment, en termes d'infrastructure, pour elle, on voit que son champ, en fait, la terre est travaillée, elle n'a pas de tracteur, donc tout ça, c'est les agriculteurs du coin. On voit que les bâches, elles sont posées. Alors, il y a certaines bâches qu'on peut poser juste à la main avec des agrafes, mais il y a d'autres bâches qui sont enterrées avec un tracteur. Enfin, on voit, qu'elle a un soutien logistique, ouais, avec les agriculteurs du coin. Et oui, en effet, ça doit être. C'est pas des prestations qui sont facturées, je pense, contrairement à d'autres types d'exploitation. J'ai pas assez. Il faut peut-être définir pour tout le monde ce que c'est bio-raisonné. Oui. Pour les élèves. Du coup, dans le jargon, pour les élèves, ce qu'on appelle agriculture conventionnelle ou maraîchage conventionnel, c'est des gens qui vont produire soit des céréales, soit des légumes en utilisant des intrants chimiques, donc des produits chimiques, pour éviter justement un travail de désherbage et parfois aussi pour nourrir la terre parce qu'elle s'appauvrit au fil des années. Ensuite, raisonner, c'est des gens qui tentent de sortir de cette dynamique-là progressivement, et pas de manière radicale, en usant le moins possible d'intrants chimiques et de produits phytosanitaires pour soigner leurs plantes, sauf qu'il y a quand même une intervention. Et du coup, moi, je suis plutôt de la dernière école, quoi, forcément, mais du bio, c'est-à-dire une inexistence, en tout cas, de produits chimiques. Voilà, il y a forcément des intrants, mais ces intrants-là, ils peuvent être de matière organique, de compost et de matière végétale et naturelle, quoi.
Sur la dimension céréalière, là j'ai moins de connaissances. Je sais que c'est assez difficile aujourd'hui de passer en bio de manière radicale. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent certains, même s'il y en a qui le font. Mon père, du coup, il a 5 hectares de maraîchage, mais il a aussi 23 hectares de céréales. Et bah, forcément, oui, les récoltes sont aléatoires en fonction du climat et voilà, et du désherbage qui n'est pas effectué parce qu'ils sont laissés on va dire, en autonomie, les champs. Il y a très peu d'intervention. Mais voilà, je sais que cette transition-là, c'est une bonne chose. Il y en a qui utilisent quasiment plus d'intrants, ou très peu, mais qui font pas la labellisation bio. Je pense que c'est une démarche qui est honnête. Après, là où je serais un peu plus critique, c'est sur un peu ça peut être instrumentalisé quoi, comme argument de vente, de raisonner, de local aussi. On parle beaucoup de local. Voilà, quand on voit local et raisonner, je pense que voilà, il faut creuser quoi. Il faut pas se faire avoir par un instrument marketing quoi. Je pense qu'il faut vraiment poser des questions et aller au plus près du producteur pour en savoir plus. Nous, c'est vrai qu'ici, on est en Beauce. Alors, on est au paradis des céréaliers quand même. Hein. Donc, le chimique, ben, on en a partout. Et donc, je pense que la grosse difficulté, c'est quand même de trouver des espaces pour pouvoir développer en raisonné ou en bio. Et donc, ça, est-ce que ça avance de ce côté-là? Parce que je pense que notre région est sûrement pas la plus facile pour quelqu'un qui veut se lancer en bio. Du raisonné, il y en a à Bermé. À Bermé, ils disent qu'ils font du raisonné. Il y a quand même des zones, pour moi, on n'est plus vraiment en Beauce. Quand on monte, quand tu vas vers Bu, quand tu vas vers Rouves, vers tout ça, c'est assez bocagé encore. Mais il y a une chose, excusez-moi, sur laquelle je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi une chose, c'est qu'on ne se rend pas compte le prix que le monde agricole a payé aux intrants chimiques et tout ça. Hein, c'est le choc qui commence à arriver là. Il y a déjà eu des morts, il y en aura d'autres. Ça aussi, je pense que ça a été une prise si vous venez du monde agricole, ça a été une prise de conscience vachement douloureuse pour les gens du monde agricole. Hein. Et ils se rendent compte que eux-mêmes, ils se sont fait du mal parce qu'ils étaient les premiers à sniffer les produits. Et maintenant, je pense que des produits, il y en a partout. Hein. Moi, j'habite Bu. J'ai vécu à Bu toute mon enfance. La nature, elle est plus que j'ai connue, quoi. Je suis allée une fois à Nocé, au parc de Nocé, à Courboyer. Il y a un conservatoire de la nature. Je suis rentrée à Nocé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bruit-là ? Et j'ai réalisé que c'était le bruit normal de ce que j'entendais quand j'étais petite et que moi je n'entends plus à Bu, quoi. Alors que j'ai vécu là-dedans quand j'étais petite, quoi. Moi ça me fait peur quelque part de voir dans des champs où il n'y a que la même plante qui est bien droite, qui est bien plantée, c'est pas possible. Ça n'existe pas, c'est au bisounours, quoi. Voilà. Faut voir à Dreux, par exemple, des jeunes, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à Dreux, il y avait des maraîchers. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés au moment de la fête de Dreux de la Saint-Denis, il faut que vous alliez à l'église, quelle que soit votre religion. Il y a les gens, à Dreux, il y a une grosse confrérie de maraîchers, il y avait beaucoup de maraîchage, et l'église, elle est entièrement décorée avec des légumes pour la Saint-Fiacre. Qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est vachement beau à voir, et c'est encore vachement vivant. Hein, faut pas hésiter à y aller. Toute la zone qui était en bas maintenant c'est construit, toute la zone qui est en bas de Dreux, l'ancienne partie de la Nationale 12, tout ce qui était sur la droite, c'était des champs de maraîchers. Moi j'ai un tout petit peu connu encore quand j'étais très petite, mais ça a disparu, c'est étonnant, quoi. C'est des terres qui sont de super bonne qualité en bord de rivière et c'est fini, quoi. Maintenant il y a des maisons dedans. Voilà. Voilà. Mais du coup, je rebondis, vu qu'il y a quelques jeunes dans la salle quand même, sur le discours de madame. En effet, aujourd'hui, on a, chez les jeunes, il y a eu, c'était avant la pandémie du Covid, il y a eu des marches pour le climat qui sont nées dans beaucoup de lycées de France. Alors, ça prend souvent plus dans les villes à tendance universitaire, type Caen, Rouen, Rennes, Nantes, Paris, etc. Mais il y en a eu quand même un petit peu en Eure-et-Loire. Et en fait, ces marches pour le climat, c'est qu'on sent, il y a eu le phénomène Greta Thunberg, donc, qui était une jeune qui prend position sur les questions écologiques à l'échelle internationale. Mais en effet, cette génération-là qui est la vôtre, certains s'y intéressent énormément, d'autres moins. Mais en effet, comme disait la dame qui est devant vous, et je vous conseille vraiment de l'écouter, c'est que en fait là,
la mise en péril en fait de l'agriculture à l'échelle internationale, c'est la mise en péril de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on commence à faire de l'écologie en fait une priorité. Il y a des mouvements de résistance dans le monde entier qui justement visent à se réapproprier la terre et à se l'accaparer pour justement lutter contre c'est une guerre contre la terre comme certains le disent, mais en fait il y a un gros problème de fond sur le long terme. Aujourd'hui on a des analyses scientifiques pour le démontrer, on a le rapport du GIEC et on a plein d'autres données déjà à l'époque dans certains scientifiques déjà alarmés sur le nombre de vers de terre qu'on retrouve plus du tout autant sur la qualité des sols à cause d'un labour systématique et d'une destruction en fait de la vie des sols. Et donc voilà quoi, ça c'est plutôt... Enfin moi en tout cas quand je vous dis vous les jeunes, je me sens clairement concerné, c'est aussi pour ça que je vais faire du maraîchage bio, mais en tout cas c'est des questions desquelles il faut se saisir, et il y a un enjeu qui est vital, qui est politique, qui est économique, qui est social, qui est à toutes les échelles quoi. Et du coup, pour aller un peu plus loin encore par rapport à ce que tu viens de dire, là on est dans une période électorale, et donc certains parlent de planification écologique. Et donc est-ce que toi tu te sens concerné par cette question de planification écologique dans ton projet d'implantation de maraîchage bio, par exemple dans l'agglomération de Chartres? Est-ce que ça pourrait avoir un sens dans quelque chose de plus systémique, tu vois, de plus avec une vision pour les décennies à venir, de ce qu'il faudrait faire pour justement sortir de ce phénomène que tu viens de décrire? J'ai pas la référence sur la planification écologique, enfin je sais pas d'où ça vient. Ça va faire écho justement à ce que disait aussi Sébastien, c'est ça? Bastien. Ouais. En fait, forcément, oui, de penser les choses et d'acter des choses sur les 10 prochaines années, enfin ou même plus, sur des engagements à tenir, etc. Je pense qu'en effet, c'est une nécessité. Après, ce qu'il faut jamais oublier, c'est la question du rapport de force, c'est-à-dire que justement, le jeune Bastien parlait de la SAFER tout à l'heure. La SAFER, c'est une entreprise qui gère en fait la transmission des terres dès lors qu'un agriculteur part à la retraite ou arrête son activité, qu'il n'y a pas de repreneur derrière, et on est forcément aujourd'hui, demain, vu l'état actuel du rapport de force sur la question agricole, ce ne sont pas des maraîchers bio qui vont récupérer ces terres-là. Et donc forcément, on se heurte à plein d'obstacles, et d'autant plus qu'on vit dans un système mondialisé, à mon avis, et que forcément, faire de la planification écologique à l'échelle de la ville de Chartres ou du département d'Eure-et-Loir, c'est une bonne chose, mais voilà, ça n'enrayera pas, à mon avis, la pollution mondiale, les milliards d'avions par an, les cargos, et la pollution à outrance, quoi. Donc je pense que forcément, le changement, il est beaucoup plus global, même si ça commence à l'échelle locale. Mais pour qu'il y ait un réel impact, surtout à l'aune de ce que publie le GIEC depuis pas mal d'années, je pense que oui, le local ne suffira pas. En tout cas, il faut quelque chose de plus vaste. Même si c'est un peu déprimant de le dire. Mais